L'enseignement des mathématiques au tableau, les mathématiciens y tiennent, je crois. Et c'est très intéressant parce que les jeunes mathématiciens y reviennent. Et c'est penser, parler et écrire en même temps. Et c'est pas du tout la même chose quand on a un PowerPoint ou des choses comme ça. Mais dans le grand amphi, c'était un peu spécial parce qu'il y avait des très grands tableaux et il fallait courir. Hein. Il fallait écrire très gros et il fallait se déplacer devant. Alors, l'amphi de TMP, ben, je ne sais pas, c'est de ton temps, Supélec. Oui, Ils étaient on là. avait les élèves des grandes écoles. Ils étaient là. C'était un public exigeant, mais intéressé. Oui. Parce que moi, j'ai le souvenir que l'amphi était à peu près plein avec les étudiants en mathématiques, en physique et les étudiants de Supélec qui, à ce moment-là, venaient de Montrouge. Oui. Hein? C'était un amphi à la fois difficile à tenir, on ne pouvait pas se permettre de faux pas, mais un amphi agréable en ce sens qu'on avait affaire à des gens intéressés par ce qu'on faisait. On avait quand même à cette époque, les années 60, une joie, c'était d'avoir de bons étudiants en ayant des étudiants très nombreux. Il y avait un afflux d'étudiants, mais l'afflux des étudiants dans la faculté des sciences, ça n'était pas accompagné d'un prélèvement systématique des meilleurs par les classes préparatoires. De sorte qu'on a eu un mélange d'étudiants, parmi lesquels il y en avait de très très bons, et qui sont devenus nos collègues, et qui étaient entièrement formés par l'université. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours, ça, mais maintenant, les classes préparatoires ont pris une telle importance qu'il faut vraiment être obstiné pour faire des études universitaires plutôt qu'entrer dans les classes préparatoires. Et donc il y a une perte là pour les universités, c'est clair. Et puis alors, comme tu le disais tout à l'heure, hein, le travail en équipe pour l'enseignement, ça c'était tout à fait important. On avait vraiment des équipes constituées pour chaque certificat. Hein. Et moi j'ai participé. On avait d'excellents assistants, dont beaucoup sont devenus maîtres de conférences et professeurs. Oui, ils ont beaucoup essaimé. Assistants et assistantes, bien sûr. Comment? Assistants et assistantes. Et assistantes. Par exemple, Yvette Amis, elle a été maître assistante ici avant de devenir présidente de la Société mathématique de France, après toi et moi d'ailleurs. Mais les mathématiques sont beaucoup plus liées à leur enseignement que les autres domaines scientifiques. Hein? Mais ça tout simplement parce qu'il y a des mathématiques dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire, partout. Est-ce qu'il en reste vraiment beaucoup à ce jour? Je suis un peu sceptique. Non, mais en fait... parle de... Non, mais il en reste comme horaire, il en reste comme programme, mais non, il y a des campagnes qui sont menées pour l'abandon complet des mathématiques, par exemple le profil de l'informatique. Et en ce moment, les défenseurs de l'enseignement des mathématiques, y compris, par exemple, de la notion de démonstration, on les trouve chez les physiciens d'abord. Et là, il y a un très grand changement dans les rapports entre mathématiques et physique et entre mathématiciens et physiciens depuis l'époque de nos débuts. Alors dans ces enseignements de base, de première année par exemple, il y a une chose typique qu'on pouvait faire, et là ça m'a vraiment marqué, c'est qu'on pouvait en profiter pour apprendre soi-même des choses qu'on ne savait pas. Une bonne façon d'apprendre des mathématiques, c'est de les enseigner. Et j'ai fait ça dans des secteurs un petit peu éloignés. Et par exemple, j'ai
je me souviens très bien, dans l'enseignement de mathématiques qu'on appelait SVT, Sciences de la Terre et de la Vie, il y avait des statistiques. Alors par la théorie de l'intégration, je savais un peu de probabilité, j'avais même passé un certificat de probabilité, mais parce que c'est de l'analyse juste un peu transposée. Les statistiques, c'est un autre monde, parce que c'est un autre langage, c'est d'autres problèmes. Les tests, par exemple, pour savoir ce que valent les statistiques qu'on manie, c'est quand même des questions qu'on ne se pose pas en topologie, par exemple. On ne fait pas des tests sur les énoncés. Et c'était très formateur. Je pense que ça ouvre l'esprit, c'était excellent. Il y avait un certain nombre de choix. Hein. Bon, l'idée, c'est quand même, au moins pendant le DUG, pendant l'année de licence, de proposer des formations en quelque sorte indifférenciées, qui peuvent conduire à n'importe quel développement ultérieur en maths. Et à partir de l'année de maîtrise, on commençait à avoir des orientations. On pouvait choisir plus le numérique, plus les probas, plus l'algèbre, etc. Mais jusque-là, il y avait un parcours presque imposé. Hein. On n'allait pas, dès le DUG, faire une formation d'algébriste. Hein. Donc il faut qu'ils connaissent de la topologie, du calcul différentiel, des probabilités, de la théorie de la mesure, tout ça, et ça nous absorbe entièrement. Hein. Donc l'enseignement est généraliste au moins pendant les 3 premières années. C'était une initiation à des choses, par exemple les équations différentielles ou les équations dérivées partielles ou je sais pas, les fonctions holomorphes, un truc comme ça, c'est pas spécifique à Orsay. Quand on a créé les maîtrises à l'époque, ça s'appelait maîtrise, les masters actuels, à l'époque c'était licence et maîtrise. C'était créé en 4 certificats, dont un quart était obligatoirement dans une autre discipline que les mathématiques. On ne pouvait pas faire sa maîtrise à Orsay en faisant 4 modules de maths. Alors beaucoup de gens faisaient de la physique, mais d'autres gens faisaient de la biologie, et on pouvait même faire autre chose. Je pense que c'était quelque chose de tout à fait juste, et on le retrouve maintenant, puisque beaucoup de masters deviennent voire tridisciplinaires. Et malheureusement, là, le département ne s'est pas battu, et il ne s'est pas engagé, parce que au fond, ces gens de problème d'enseignement ne le passionnaient pas, il faut dire ce qui est, ne s'est pas engagé pour défendre cette idée qu'avait Poitou, qui a remarquablement marché. C'était assez visionnaire, et ça marchait pendant quelques 20 ans quand même. Avec la massification des étudiants à l'université, les certificats se sont émiettés. Ils sont devenus des modules. Quand j'étais étudiant et quand j'étais enseignant les premières années, on avait des certificats annuels, avec un partiel à mi-parcours. Ensuite, ils sont devenus semestriels, c'est-à-dire 4 mois. Et avec encore un partiel à mi-parcours, donc ça doublait le nombre des partiels. Et ça a tendance à s'émietter, parce que il y avait une période bénie où, par exemple, en maîtrise, c'est ça, j'enseignais un certificat annuel où on présentait la théorie des surfaces, disons, du point de vue topologique, du point de vue différentiel, du point de vue holomorphe, fondamental, tout ça. Mais ça nous occupait toute une année. Et il y avait une cohérence dans l'enseignement. Ça, c'est plus possible maintenant avec les certificats émiettés comme ça. On peut faire le point de vue, je sais pas, topologique ou différentiel, mais on n'a pas le temps de traiter les autres points de vue. Il y a une tendance à professionnaliser l'enseignement, si j'ose dire. C'est-à-dire de suivre des études pédagogiques. Il y a une chose frappante cette année, par exemple, dans les concours de recrutement de maîtres de conférences,
il y avait, je crois, 10 postes de pédagogues, maîtres de conférences en pédagogie. Alors qu'en maths, il y en avait, je ne sais pas, 25. Donc c'est une proportion effrayante, d'une certaine façon. Ça veut dire qu'on veut faire des spécialistes et effectivement, on veut casser le métier en morceaux. Et je crois que ça, c'est une des particularités des mathématiciens, hein, c'est qu'ils voient les maths comme un ensemble global. Et les mathématiciens qui ont la chance d'avoir une culture large, eh bien, je pense qu'ils sont mieux armés pour parler des mathématiques, pour les transmettre, etc. Et je dirais presque à tout niveau. Je me souviens très bien, ça existait déjà à l'époque, donc en premier cycle à Orsay, il y avait un cours de maths, mais il y avait 3 cours de biologie. Chaque biologie avait son adjectif, machin, et il y avait un prof pour chacun. Hein. Ce qui est quand même invraisemblable. Je veux dire, c'est en principe, à ce niveau-là, qui est quand même relativement élémentaire, n'importe qui devrait être capable d'enseigner, n'importe quelle biologiste devrait être capable d'enseigner la biologie. Il y a un aspect qui a concerné plus ou moins Orsay, suivant les périodes, c'est la préparation des concours à l'enseignement, CAPES et Agrègue. Alors, notre attitude a été très variable parce que le nombre de postes mis au concours a énormément varié. Il y a une époque où il était tombé autour de 80 pour l'agrégation, ce qui veut dire en clair qu'une fois qu'on avait enlevé les normaliens, des différentes écoles normales, il n'y avait pas de place pour les étudiants de la fac. Donc là, la préparation à l'agrég avait disparu. Et puis, dans les années, fin des années 80, la politique a changé, le nombre de postes mis au concours a augmenté. Alors là, on a fait repartir une préparation à l'agrég. Et elle a été florissante pendant les années fastes. Et puis ensuite, de nouveau, il y a eu un déclin du nombre de postes mis au concours et les étudiants sont réticents à s'investir là-dedans. Ces concours, c'est comme les concours aux grandes écoles, c'est assez scolaire. Alors l'écrit, par exemple, l'écrit, c'est un énorme problème très long. Il est long, mais la longueur, ça concerne les tout meilleurs, 2 ou 3, les autres n'en voient pas la couleur, n'est-ce pas? Mais il y a cette traduction à l'agrég où il faut un grand problème. Je ne sais pas combien de temps encore on pourra continuer à faire ça, parce que les problèmes possibles sont à peu près épuisés. Et puis il y a l'oral. Alors l'oral, il y a aussi des aspects scolaires, mais il y a des choses assez positives dans le fait que les préparationnaires disposent d'une bibliothèque spécifique à l'agrég, et ça les force à voir des approches différentes des mêmes sujets, et ils découvrent qu'il y a des démonstrations qui sont plus simples, des démonstrations plus élégantes que d'autres. Ça, c'est un bon apprentissage du métier d'enseignant. Hein. Et quand ils ont exposé eux-mêmes, ils se rendent compte qu'il y a les sujets où il y a beaucoup d'indices, etc. C'est épouvantable à exposer, par exemple. Donc là, ils découvrent des choses du métier. Alors, après l'année de master, il y a une filière M2 spéciale pour préparer l'agrégation. Donc, il y a un programme en fait, de mathématiques qu'on doit maîtriser. Donc, on a des enseignements comme finalement en L3 et en M1, mais qui sont basés précisément sur le programme de l'agrégation. Et il y a 2 épreuves écrites de 6 heures chacune. Donc, on s'entraîne à faire des sujets pendant 6 heures parce que réfléchir pendant 6 heures sur un sujet, c'est long. Il faut apprendre à le faire.
Et puis à l'oral, comme c'est quand même un concours pour enseigner, on doit présenter une leçon. Il y a à peu près une centaine de leçons qui sont à connaître par cœur, qu'on doit être capable de reproduire. Et donc on s'entraîne à préparer ces leçons, à les raconter devant la classe. Donc chaque semaine, un élève préparait une leçon, après il la présentait au reste de la classe. Toutes les semaines, il y avait une leçon à présenter et on avait du temps avant pour la préparer. Donc on allait voir l'enseignant qui nous aidait à préparer la leçon pour préparer bien la leçon ensemble et ensuite on la présentait à la classe. Puisque comme toute la classe n'avait pas le temps de préparer les 100 leçons, en fait, un élève la préparait et ça servait aux autres élèves de la classe. Alors il y avait des élèves qui étaient avec nous en L3 et en M1 qui sont partis préparer l'agrégation à l'ENS Cachan. Donc on pouvait comparer avec eux un peu la façon dont on avait de préparer le concours. Et on trouvait qu'à Orsay, les méthodes, voilà, et à Orsay, on est toujours très bien préparés pour l'agrégation. Je pense qu'à Orsay, avec le magistère, quand même, les élèves sont un peu sélectionnés, puisque c'est sur dossier pour entrer au magistère. Et puis les cours qu'on suit en L3 et en M1 sont vraiment dans l'objectif de préparer l'agrégation. Donc il y a une continuité de la préparation sur les 3 années d'études et c'est ça qui permet de bien maîtriser le sujet. Et aussi l'encadrement des enseignants qui ont vraiment à cœur qu'on réussisse, de nous voir réussir, donc qui ne nous lâchent pas pendant toute l'année de la préparation. En fait, je suis arrivé en France en 2013, mais la première année, comme j'ai dit, c'est pour la langue. Donc, mon Master 1 commence en 2014. C'est un parcours qui s'appelle M1, MFA, c'est-à-dire mathématiques fondamentales et appliquées. Donc, en fait, c'est 2 parcours mélangés, c'est de mathématiques appliquées et mathématiques fondamentales. Et en fait, j'ai choisi plutôt les cours en maths fondamentales. Oui. Et après, je suis intégré en Master 2 en AAG, c'est-à-dire analyse arithmétique géométrie. Et j'ai suivi beaucoup de cours qui plutôt se concentrent sur la géométrie, surtout la géométrie algébrique complexe. Aussi votre cours de géométrie et groupe et géométrie. Et maintenant, je suis en doctorat à Polytechnique. Et est-ce que la géométrie algébrique était déjà un domaine qui vous intéressait avant d'arriver à Orsay, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé ici? En fait, je suis déjà intéressé par cette spécialité, ce domaine, mais c'est après être venu en France que je connais plus profondément ce domaine et avoir une idée qu'est-ce que je vais faire. Oui. Mais j'hésitais un peu, peut-être un peu général, pas très clair sur ce domaine, mais je suis déjà intéressé par la géométrie algébrique. Est-ce que vous avez déjà été exposé spécifiquement à la géométrie algébrique pendant votre M1? Oui, j'ai déjà une idée, mais je pense que pour faire la recherche mathématique, il faut connaître tout. Ce n'est pas seulement géométrie algébrique, parce qu'il y a un autre côté qui est plutôt analytique. Donc j'ai aussi choisi des cours d'analyse harmonique, etc. pour apprendre plus de choses. Je pense que c'est important. Et donc, au niveau des autres étudiants en master en mathématiques, oui. Est-ce que vous avez pu voir également ce même genre de comportement, c'est-à-dire également voir que les gens souhaitaient prendre des cours assez différents, ou est-ce qu'il y a des échanges entre étudiants pour travailler ensemble, pour étudier ensemble après les cours? En fait, je pense qu'en M1, les étudiants sont plutôt les Français. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants étrangers, seulement moi et une autre chinoise et aussi un Italien, c'est tout. Donc les autres sont les Français. Et il me semble que les étudiants français, ils connaissent très bien déjà, peut-être ils font déjà le L3 ici. Donc
mais pour eux, je pense que faire un Master 1, c'est plutôt pour l'agrégation. Donc, le choix des cours, c'est un peu différent. Mais j'ai beaucoup parlé avec l'étudiant italien qui s'appelle Marco. Et donc, nous travaillons ensemble. Et nous avons aussi fait un projet qui s'appelle DER en M1. Ça, c'est un travail encadré de recherche qui est pour 2 personnes ou 3 personnes de travailler ensemble pour résoudre un problème ou lire des articles pour comprendre quelque chose. Oui. Et après, en M2, je pense qu'il y a plein d'étudiants étrangers, donc on n'a plus de communication entre nous. Et parce qu'en AAG, c'est destiné à la recherche. Donc, donc, je pense que les cours sont plutôt partagés, surtout je crois, le cours de géométrie algébrique et théorie de nombres. Parce qu'ici à Orsay, il y a plein de gens qui veulent faire la théorie des nombres. Voilà. Et donc vous avez rencontré alors, dans cette dernière année de l'EM2, des étudiants venant de beaucoup de pays différents. Oui. Il y a bien sûr des Français, des Chinois, des Viennois, des Russes, des Albanaises, etc. Oui. Et donc d'avoir toute cette population étudiante qui vient de l'étranger, motivée par les mathématiques pour la recherche, qu'est-ce que ça vous a apporté dans vos interactions avec les autres étudiants? Est-ce que c'est des interactions? La chose importante, c'est que nous avons plein de gens qui est destinés à la recherche mathématique. Ça, c'est important. Donc, nous pouvons discuter, parce que nous avons on partage le même intérêt et donc nous pouvons communiquer plus facilement. Durant votre M2 à Orsay, donc vous avez pu choisir différents cours. Est-ce que vous avez choisi de prendre des cours qui avaient lieu dans des universités voisines ou bien qui étaient donnés par des enseignants qui venaient d'universités voisines? Ah, d'accord. En fait, oui. Dans M2, j'ai fait un cours de mon directeur de thèse maintenant. Il est Sébastien Bourson. Il fait un cours de géométrie algébrique analytique dans la 2e année. En fait, il est professeur à l'école polytechnique. Mais il vient pour donner un cours parce que pour le AAG, X, Paris Sud, Versailles, etc., ENS Cachan, nous sommes ensemble. Donc il y a d'autres professeurs qui viennent pour donner des cours. Donc je fais son cours. En fait, en M1, j'ai aussi fait un cours à ENS Ulm. Un cours qui s'appelle la topologie algébrique. Oui, mais pas trop. Pas trop parce qu'à Orsay, il y a déjà plein de cours de très très bon niveau. Donc je pense que ça suffit. Prendre le RR, c'est un peu trop loin. Et donc oui, comme vous avez pu voir d'autres institutions dans les environs, mais que pensez-vous de cet environnement scientifique que l'on a ici en région parisienne? Je pense que la région parisienne, peut-être, c'est le seul endroit dans le monde qui a si beaucoup d'institutions de très très haut niveau. Au moins pour les mathématiques. Peut-être aussi d'autres domaines comme physique, chimie. Mais je ne connais pas trop, mais au moins pour les mathématiques, c'est un très très bon endroit à Paris. Parce qu'il y a plein d'institutions de très bon niveau et aussi des instituts plus spécialisés comme le IHES,
Henri Poincaré à Paris, etc. Donc nous sommes ensemble en fait. On peut partager les ressources, partager les idées, donc c'est un très bon endroit pour se former et pour faire la recherche, je crois. Les 2 premières années à l'ENS, c'était un cursus qui était proposé à tous les normaliens de la rue d'Ulm, L3, M1, avec des cours uniquement sur place. Et ces années avaient pour but de développer un peu nos goûts, pour savoir dans quelle branche des mathématiques nous allions nous diriger, si c'était plutôt en analyse, en probabilité ou en algèbre, et ainsi de suite. Et pour ma part, mes goûts n'étaient pas forcément très arrêtés à la fin de la 2e année. Beaucoup de choses me plaisaient. Et c'était dans un entretien avec les professeurs de l'ENS que j'ai expliqué quelle était ma situation et que mon goût ne me permettait pas de me prononcer. Et ils m'ont dit, mais je ne sais pas si vous avez vu, mais à Orsay, il y a un très bon master qui s'appelle AAG, c'est-à-dire Analyse arithmétique et géométrie, et donc qui regroupe dans son titre plusieurs domaines assez différents, et ça, ce serait bien pour vous parce que vous pourriez, de la sorte, choisir plus ou moins, disons, d'obliquer en cours de parcours si jamais vous sentez que la direction que vous aviez prise d'abord ne vous convenait pas. Et donc, c'est comme ça que je me suis inscrit au Master 2 d'Orsay, mathématiques fondamentales, spécialité AAG. Et puis, il se trouve aussi que les professeurs, après de l'École normale supérieure, connaissant les enseignants d'Orsay, m'avaient aussi conseillé des cours de certains professeurs, connaissant aussi ma personnalité mathématique à moi, qui me conviendrait peut-être particulièrement bien.